Salut, c'est Alice. Je reviens pour un épisode donc de Classé ma ludothèque avec un côté ludothèque ultra variable de jeux que je jouais à une époque, de jeux que je possède, de jeux que je possède des potes, peu importe. Et surtout, dans le but principal, c'est pas vraiment un classement, c'est de parler de jeux, d'évoquer des jeux et peut-être d'avoir l'occasion, en les voyant en face d'un autre jeu, d'évoquer un truc. C'est pas forcément le premier auquel je pense faire le jeu. Voilà. Donc, on commence tout de suite par Bison à Thunder on the Prairie face à Sherlock Holmes, détective conseil, Jack l'Éventreur. Alors, Bison, c'est un peu Carcassonne pour les grands, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. Ça va être un jeu, on va avoir des tuiles, on va recevoir une tuile au début de chaque manche, en gros, qu'on va devoir placer un moment, et sur lesquels on va pouvoir placer des indiens. Plus tard, on va pouvoir les transformer soit en tipi, soit en kayak. Et celui qui a le contrôle d'une zone, c'est celui qui a le plus gros kayak ou le plus gros tipi sur la zone. En cas d'égalité, celui qui en a le plus, en cas de le deuxième, le troisième, et celui qui a le plus d'indiens ensuite. Le contrôle de la zone nous permet de récupérer les animaux qu'il y a sur cette zone, donc soit des saumons, soit des bisons, soit des dodos. Pas des dodos, des dindons. C'est plus logique. Et avec donc ces animaux, on va pouvoir racheter de nouveaux tipis, kayaks, etc. Parce que pour les placer, ça nous coûte de la nourriture, donc dépenser comme on veut. Pour les acheter, ça nous coûte de la nourriture, pour en avoir dans notre stock personnel, autant de chaque. Et il y a vraiment une compétition comme ça qui marche bien, un peu à tout nombre de joueurs, même à peu de joueurs, c'est un jeu de majorité qui marche à deux, que je trouve assez malin. Le système d'action est tout bête, hein, on a 3 actions par tour parmi 4, toutes différentes, un truc comme ça. Et on doit forcément placer cette huile, parmi 5 peut-être. Ce qui fait qu'on est contraint sur comment on va se placer sur la carte. Ça, je trouve ça vraiment bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie d'y rejouer. Je suis pas sûre que ce soit réédité. À l'époque, c'était très moche. Voilà. Bon. Mais ça fait partie des jeux. Ouais, format moyen, plutôt léger. On n'est pas dans du gros jeu. Mais c'est pas, c'est plus gros Carcassonne, disons. C'est un peu moins purement placement. Bref. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Sherlock Holmes, détective conseil, moi globalement j'adore. Pour moi ça demande les bonnes conditions d'être réunis pour bien apprécier la partie. Donc avec des joueurs avec qui il y a une bonne entente, qui aiment bien ce genre de truc, où la communication va être aisée et on va pouvoir prendre le temps. Typiquement c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de programmer une session avec quelques potes venus pour ça. Dans la soirée on joue à ça ou à autre chose. On va pas jouer à ça. J'aime bien la configuration en couple. Alors à l'époque où j'étais en couple avec quelqu'un qui était fan aussi. Et... Et oui, et donc Jack l'Éventreur, ça va être une campagne en 4 ou 5 enquêtes où on va essayer de tracer petit à petit les déplacements de Jack l'Éventreur. Chaque fois, il y a un truc qui arrive dans chaque enquête et à la fin, il se passe un truc. J'ai trouvé que c'était pas mal fichu pour qu'il y ait à la fois un intérêt à chaque enquête particulière et au global à mieux comprendre ce qui se passe. C'était pas le truc où on se dit waouh, c'est la campagne inutile, c'est bon, ça a tout compris, mais ça se tenait bien et le format était bien choisi. Les autres aventures de la boîte, je m'en souviens plus bien. Voilà. Aujourd'hui, je préférerais jouer à Bison. Là, maintenant, si on me propose un jeu. L'autre est. Des conseils, c'est quand même très chouette. Ah, ben ça va être comparable. Donc, c'est 2 jeux d'enquête. Donc, Détective Conseil, je viens d'en parler rapidement, mais je vais peut-être plus réexpliquer. On joue donc Sherlock Holmes. En fait, Watson qui va aider Sherlock Holmes. Et on va aller choisir différentes pistes. Donc, on a un pitch au début d'une enquête, en général avec Sherlock Holmes, un truc comme ça. On a accès aux journaux de la date. On a des indices, donc par exemple la police scientifique, mais aussi aller voir dans les bas-fonds, une liste d'endroits où on peut aller par défaut, une liste de lieux pointés par l'enquête, des trucs dans le journal à recouper ou pas, voilà. Et à chaque tour, on va tenter d'aller voir une piste. Donc on dit par exemple, je vais voir Madame Michu qui habite au 41 Sud-Est, on va voir Madame Michu 41 Sud-Est, on toque à la porte, ça nous dit comment ça nous répond. Les textes sont fixes, on n'a pas le choix des questions qu'on va poser, donc ça pourrait paraître un peu scripté, mais c'est plutôt bien fait la manière dont ces indices apparaissent et les raisons qu'on a d'aller à tel ou tel endroit. Des fois, il y a quelques petits trucs qu'on fait pas tout à fait dans l'ordre et où ça donne des légères incohérences. Alors sur cette boîte-là, je m'en souviens plus, mais c'est pas non plus catastrophique. Et on est vraiment dans une démarche où on doit prendre le temps, on doit relire, on doit recouper, on va pas d'une piste à l'autre en courant. Si on fait que chercher les indices qui sont écrits textuellement, qui vont nous pointer sur la voie façon un peu jeu d'aventure, sans plus réfléchir que ça, c'est pas intéressant de faire du détective conseil, dans ce cas, il vaut mieux faire autre chose. Notamment Suspect. Suspect, on est dans des jeux d'enquête beaucoup plus light à la Agatha Christie, donc vraiment ambiance Agatha Christie de A à Z, qui va être différentes petites enquêtes qui là se jouent plutôt en 1 à 2 heures, j'ai envie de dire. Ça peut aller un peu plus vite aussi en fonction de quel point on papote, tout ça. Et là, il y a un paquet de 60, je crois, cartes à chaque fois.
avec du texte dessus, on va toutes les passer. Même principe, on commence avec un lieu, on voit certains endroits, certaines personnes qu'on peut interroger, et pour ça on peut aller voir la carte correspondante qui va nous donner un truc sur le lieu, sur le suspect, avec lesquels on peut discuter. On a des fois plusieurs possibilités d'interaction. Et il y a un petit peu le recoupement de preuves en disant qu'on peut aller comparer une carte à une autre, par exemple des personnes à des empreintes digitales, et si elles collent bien, ça nous dit que c'est cette personne qui a posé des empreintes. Là, c'est une fois que... Donc, le truc que j'apprécie vraiment dans Suspect, c'est qu'il n'y a pas la frustration de se dire... ça c'est une grosse différence par rapport à Sherlock Holmes Détective Conseil. Sherlock Holmes, une fois qu'on pense avoir trouvé la solution, on va à la solution. Et le but c'est de trouver le moins de pistes possible et ça crée vraiment une belle tension. Et il faut trouver, et ça c'est vraiment dans le thème Sherlock Holmes, en faisant des bons logiques. Ah oui, mais il y avait ça, donc si j'envoie un télégramme à tel endroit et en très peu de pistes, en faisant beaucoup de feeling sur ce qui va se passer, sur quelle est l'explication, les schémas manquants, les temps de distance, voilà, on peut se dire que haha, c'est ça la bonne solution et je l'ai trouvé depuis mon fauteuil. Bon, des fois, ça donne lieu à un peu des spéculations, comment on dit, je trouve pas mes mots ce matin, mais bon, bref. On imagine un petit peu, et des fois, on peut tomber à côté. Pour que les trucs aient vraiment l'impression de coller, c'est qu'en général, on est quand même sur la bonne solution, c'est pas mal écrit du tout de ce point de vue-là. Encore une fois, sur cette boîte spécifiquement, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Suspect, il propose, et ça, moi j'aime bien, on a 3 timers dans le jeu, au bout de 20 cartes, au bout de 40 cartes, au bout de 60 cartes, je sais plus quand. On va proposer notre solution. Je pense que c'est machin qui a tué pour telle raison, c'est le qui, pourquoi, une autre question en général. Et là, on va continuer à jouer, à explorer d'autres pistes, jusqu'à avoir exploré toutes les pistes. Donc il n'y a pas ce côté frustrant de se dire peut-être que je suis passé à côté d'un truc, c'est pas un jeu frustrant globalement. Et on va tout voir et à la fin on peut émettre notre hypothèse finale. Si on garde les hypothèses précédentes, on va faire plus de points. Donc le but c'est vraiment de trouver vite et ça a réussi avec un tout petit truc à bien le rendre. Voilà. Après les histoires sont plutôt bon enfant dans Suspect, elles volent peut-être un peu moins haut, elles sont pas extrêmement originales, mais c'est aussi ça. Il y a un côté un peu nostalgique, un peu qui rappelle des environnements connus. On n'est pas perdu. La boîte numéro 2, elle se passe à 3 époques différentes, si je ne m'abuse, à moins que je confonde avec la boîte numéro 1. Il y a un côté où il y a une course de voiture, un côté où c'est à l'école en internat, et l'autre côté où c'est une vieille dame près d'un lac. Donc ça permet de varier un petit peu les ambiances, c'est plutôt cool. Je crois que la boîte numéro 3 sort bientôt. Moi je sais que je l'ai fait en solo et que j'apprécie de les faire en solo, les suspects, il y a un petit côté histoire, tout ça. J'apprécierais de les faire à plus aussi, mais autour de moi les gens sont moins fans. Sherlock Holmes Détective Conseil, j'envisage pas de le faire en solo parce qu'il faut prendre plus le temps de se poser entre deux pistes et il faut discuter. Et pour moi, la joie, elle est dans la discussion, dans le fait d'élaborer des théories et de les confronter à l'autre. Et ça, moi, je l'imagine pas. Hop. En ce moment, Suspect correspond plus à mon format, alors que je trouve que Sherlock Holmes est meilleur dans l'absolu. Mais là, j'ai une boîte de Sherlock Holmes, là, le dernier, les Baker Street, que j'ai toujours pas fini. Parce que j'ai pas les joueurs et toute seule, c'est quand même verbeux, un peu empoulé. En ce moment, j'ai moins envie, j'ai envie d'un truc un peu plus dynamique. Et si j'avais les joueurs pour, peut-être. Hop. Mégawatt ou labyrinthe. Alors labyrinthe c'est le jeu de l'enfance avec un circuit à faire et on a des tuiles et c'est des tuiles qui sont glissantes sur le plateau, donc il y a quelques tuiles fixes et en fait on va insérer une tuile sur le côté, ça va tout faire bouger le labyrinthe et faire tomber la tuile de l'autre côté. Le but étant de créer des chemins qui permettent d'aller d'un objet à un autre avec un ensemble d'objets qu'on nous a donné au départ. C'est plutôt malin quand même hein, pour un jeu pour enfants, faut faire ce circuit, faut trouver comment est-ce qu'ils vont glisser pour le faire. C'est pas un jeu qui est nul, c'est un jeu qui est du grand commerce, qui est vieux, tout ça, qui va être beaucoup décrié parce que oh là là, c'est du vieux jeu. C'est plutôt un jeu pour enfants parce que si on maîtrise trop la capacité de bien voir les chemins, de comprendre comment les trucs vont glisser, c'est moins fun. C'est pas un jouable entre adultes, je l'ai fait une fois dans ma vie et c'était pas nul. C'est un peu basique, voilà, c'est très rapide, mais du coup, moi je pense que c'est un bon jeu pour enfants en fait. Voilà. Et Megawatt, pour le coup là, j'y ai beaucoup joué avec des ados et ça plaît beaucoup aux ados, Megawatt. Donc Megawatt ou Fluckenschlag ou Hypertension, selon votre âge, votre pays, votre. Voilà. C'est un jeu où on va créer des centrales électriques pour approvisionner un réseau électrique de ville. Donc il va y avoir une phase, c'est un Friedman Friseux, le Friedman Friseux presque. On a des usines qui sont disponibles au marché, il va y avoir une phase d'enchère, quelqu'un mène une enchère, celui qui a mis la plus, on tourne jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, plus personne ne veuille mettre plus. Celui qui a mis la plus grosse enchère va récupérer l'usine devant lui.
et les autres vont pouvoir comme ça continuer à jouer jusqu'à avoir chacun une usine maximum par tour. Ces usines, elles peuvent permettre de produire plus ou moins d'électricité en dépensant des ressources, du genre du charbon, du pétrole, des déchets, rien. C'est des centrales vertes. Et ces ressources, il va falloir les acheter dans un marché commun. Si on est plusieurs à acheter la même ressource, elle va devenir plus chère, il va potentiellement y avoir des pénuries. Et la limite de ce qu'on peut produire va aussi être vachement importante, parce qu'en même temps, on va dépenser des sous pour tracer notre réseau, connecter de plus en plus de villes, de plus en plus de quartiers. Et en gros, le sou qu'on va gagner, c'est limité par le nombre de maisons qu'on peut approvisionner, plus par rapport au nombre de maisons qu'on a. Ça fait des revenus qui permettent de refaire des choses, qui permettent de refaire toujours plus. Voilà, donc c'est l'idée, c'est un jeu où on augmente nos finances, et le but à la fin, c'est d'approvisionner un maximum de maisons. Il y a des défauts au jeu, comme le fait que quand une grosse usine sort, il y a une tension sur qui va la prendre, et après, s'il n'y en a plus pendant longtemps, c'est un peu plat. Les parties finissent par se ressembler un petit peu, mais c'est quand même très chouette. Moi, j'ai envie d'y rejouer, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, et j'ai envie d'y rejouer. La Chine fait apparaître les usines dans l'ordre, parce que donc il y a différents plateaux qui ont chacun leurs petites règles, ce qui enlève un peu de cette frustration sur le nombre d'usines qu'on peut approvisionner. Donc, moi, j'y ai joué qu'une fois, je crois. À la version Chine. Notalone, alors Notalone, c'est un seul contre tous, où, si je confonds pas, j'ai peur de confondre, sur une planète, chacun va dire secrètement dans quel lieu il va se placer pour aller faire des actions. La bête, qui est en asymétrique, va révéler où est-ce qu'elle était et essayer de manger les gens sur son territoire. Il y a un peu plus de règles que ça, bien évidemment. C'est du guessing. Moi, c'est pas mon style et ça m'avait pas amusé, en fait. Je pense que je préfère jouer à Labyrinthe. C'est la bonne presse, hein. Donc je pense que c'est un jeu qui plaît aux gens qui sont le public de ce jeu, mais c'est pas moi. Ouh, là il y a du gros jeu quoi. Monopoly Deal, donc c'est Monopoly en carte en super rapide. Alors c'est mieux que le Monopoly parce que c'est plus court, je sais pas. Moi j'y ai joué. On pioche des cartes et on joue les cartes qu'on a piochées. Voilà. Il y a quelques actions, quelques mini-choix à certains moments. C'est vraiment court, c'est un format 5-10 minutes. Il n'y a pas le côté un peu plaisir du jeu de plateau où tu as l'impression de faire des trucs, de te développer, de devenir riche, Enfin voilà, cette impression d'un truc qui se met en place, qui se développe, de construire, de jouer à un gros jeu alors que c'en est pas un. Donc oui, non, pour moi il est pas désagréable, mais c'est à peu près tout. Notalone, c'est pas un jeu pour moi. Si on me propose de faire un jeu ou l'autre, je propose qu'on boive une bière et qu'on joue pas, mais aucun des jeux, je trouverais ça pénible d'y jouer, c'est pas des jeux pénibles. Je vais dire Notalone. Alors, Goldaoi ou Citastato. Goldaoi, c'est un mini jeu, ça va super vite. Je me rappelle plus bien, mais en gros, on a un plateau avec des tuiles. On va aller placer des rivières. Donc, on joue, si je me rappelle bien, donc c'est des circuits d'eau et d'îles. Donc, en gros, il y a des îles qui vont se connecter entre eux, de l'eau qui va se connecter entre eux. Et on va placer sur un plateau, c'est un jeu de 2 joueurs en face à face. On va placer des tuiles pour les connecter. Et à la fin, ce qui est connecté chez nous, donc les rivières qui vont jusqu'à chez nous, on regarde par où ça passe et on récolte tous les trésors dessus et les îles pareil. Et donc on essaye de connecter les choses à notre côté du plateau et pas à celui de l'autre. Ça va très rapidement, c'est relativement original, c'est plutôt sympa. Après on a fait 3 parties, on a fait le tour, les parties du moins de 10 minutes je dirais, mais c'est pas mal. Citastato, donc c'est une des premières vidéos de ma chaîne, c'est un jeu qui est plutôt du jeu expert, qui est pas extrêmement gros en volume, qui est par contre très tordu dans sa manière de marquer des points. C'est un petit jeu avec du backbuilding et du développement. On a 4 caractéristiques, la pioche dans le sac, la guerre, voilà. On va se développer sur ces caractéristiques, et chaque fois que c'est notre tour, on va utiliser des cubes, donc au début 1 cube, puis 2 cubes, puis 3 cubes, en fonction des tours de jeu dans la même manche. Donc 3e tour de jeu de la manche, ça coûte 3 cubes, et 3 cubes d'une même couleur, par exemple orange, pour faire l'action orange, qui est la guerre, si je ne m'abuse. Donc soit aller mettre un jeton de guerre pour participer à la guerre, qui va demander de dépenser des cubes pour avoir des cartes en fin de tour, soit améliorer sa piste de guerre, soit aller prendre la carte orange de l'époque actuelle, donc il y a une rivière de cartes avec une carte de chaque couleur à chaque manche, et la prendre chez soi. Quand on prend une carte, soit on applique son effet, chaque catégorie a des effets un peu particuliers, soit on va la mettre sous notre plateau pour la griller, pour faire l'effet de quand on grille la carte de cette couleur jusqu'à 3 fois. Les cartes qu'on a mises de côté, en fin de partie, on va pouvoir choisir soit une fois par couleur, d'en choisir une, soit pour appliquer son effet, soit pour la griller sous le plateau. Et comme ça va nous faire des points, et il y a les points qu'on a marqués en cours de partie, et les points qu'on a marqués en fin de partie, là, en récupérant les cartes qu'on a déjà jouées.
Et nos scores, ça va être en gros le minimum des deux. Alors il y a plein d'autres éléments dans le jeu, hein, c'est pas si light que ça, en étant quand même très épuré. Mais bon, on est quand même sur un jeu d'1h30. Et donc cette manière de prévoir comment je vais faire des points en enchaînant les 5 cartes maximum, puisqu'il y a 5 couleurs de fin de partie que je vais faire là-bas, il est malin, et il y a d'autres éléments qui sont assez chouettes. Il est tordu, comme je vais vous faire une partie pour découvrir avant d'y jouer. Moi j'ai bien aimé, vraiment. Goldaoi ou Endeavor. Alors Endeavor, il a très bonne presse, et moi j'aime pas tellement. Je le trouve un peu plat, j'aime pas le type de tension qu'il y a dedans. Du coup, ça fait des années que j'y ai pas joué. Moi, je l'avais acheté à l'époque, donc à l'époque de la première édition. On avait fait quelques-unes, et puis au bout d'un moment, j'en étais un petit peu lassée. Donc il y a des pistes d'exploration. Je me rappelle même plus du système de jeu. Mais en gros, il y a des pistes d'exploration avec lesquelles on va progresser, qui vont nous permettre de récupérer des jetons, des choses. J'en referai bien une à l'occasion quand même pour voir. Goldaoi, c'est du plus petit jeu. Je pense que j'ai plus envie de refaire un Endeavor qu'un Goldaoi. Faudrait que je rejoue. Voilà. Hop. Arnaque vs Fiasco. Alors Fiasco, c'est très différent de ce dont je parle habituellement. Ça va être un jeu un petit peu narratif. Donc ça va être un jeu narratif au sens jeu de rôle, pas au sens il y a un carnet, il faut lire des tas de trucs et ça donne du flavor text à toutes nos actions. C'est pas ça du tout. C'est nous qui allons construire l'histoire. On va raconter l'histoire un peu là, il était une fois. On va raconter, donc il y a un scénario, un setting, par exemple un truc de cow-boy qui est posé. Et chacun va devoir faire des actions un peu façon jeu de rôle, on essaye d'accomplir une quête, enfin je me rappelle plus vraiment des settings. Et le principe c'est que ça va se jouer avec des dés blancs et noirs qu'on va devoir lancer. Et chaque dé blanc correspond à un truc qu'on réussit et chaque dé noir correspond à un truc qu'on rate. Et le but c'est de raconter l'histoire principalement. Il y a peut-être un but de mission mais le but c'est vraiment de raconter. Et quand on prend un dé d'une couleur, on doit raconter quelque chose qui réussit ou qui rate en fonction de ses blancs ou noirs. Et on doit rater de manière assez épique, raconter un truc fun, c'est vraiment le but du jeu. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Il est pas si immédiat que ça à jouer mais il est vraiment chouette dans le côté un peu théâtral du jeu de rôle, vraiment raconté. Le principe est très bon. Il n'était pas si fluide que ça dans mon souvenir. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je réessayerai bien, pareil avec le bon groupe. Il faut être sur la même longueur d'onde. Ça demande d'avoir les joueurs qui ont un peu l'envie de faire ce genre de choses et qui ont le même genre d'humour, le même genre d'ambiance qu'ils aiment bien. Moi j'y ai joué donc beaucoup donc, avec mon ex avec qui j'ai eu le tech en commun, qui lui est rôliste, avec ses potes rôlistes. Moi je suis pas dans la même ambiance qu'eux, j'ai pas le même humour, du coup j'en ai pas des souvenirs impérissables. Arnaque, donc là on est dans de l'Eurogame pur et dur, une partie de deck building proche du hand management, de la programmation un peu de ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains tours. Et de la gestion de ressources, on récupère des ressources, on va les dépenser, le but c'est d'avancer aussi vite que possible sur une piste de science et d'explorer différents lieux en allant combattre les monstres, donc dépenser ça nous monte dessus. Il y a un petit côté adaptation à ce qui sort pour aller récupérer les ressources. En fonction des opportunités qui sont encore disponibles. Il y a du placement d'ouvriers, on n'a que 2 ouvriers à placer par tour et pas mal de cartes à jouer. On va pouvoir potentiellement jouer plus de cartes, mais les 2 ouvriers ça va être plus bloquant, sauf si on a des cartes qui nous permettent de les déplacer, ce qui est relativement rare. Et donc il faut jouer un peu tout ça pour essayer de faire le plus de nos actions. Moi c'est un truc qui m'amuse beaucoup, je le trouve très réussi dans la catégorie. Il est fun, il est joli. L'extension apporte de la variabilité, oui et non. Il apporte des personnages qui sont très asymétriques, qui encouragent à jouer certains axes. Donc je trouve que ça met plus sur des rails et que ça donne moins ce côté flexible qui est fun, mais qu'en même temps ça permet d'explorer des trucs à fond, ce qui est fun aussi. Moi j'alternerai avec et sans l'extension pour la partie personnage asymétrique de l'extension. Les petites cartes que ça rajoute un peu plus de cartes au deck, tant mieux. Hop, voilà. Pareil, les pistes de science de l'extension sont aussi un peu plus tordues, donc ça c'est cool aussi. Fiasco Ultimatum, bon bah c'est un peu pareil, hein, là si on me demande jeu narratif ou Eurogame, bah Eurogame. Ultimatum il est très chouette, et en fait avec un petit peu de distance, j'ai moins envie de rejouer, il manque un peu d'une étincelle. Quand j'y joue, j'adore le jeu, vraiment j'adore Ultimatum. On a une roue sur laquelle on va lancer des... Donc une roue, pas une roue qui tourne, hein, mais on a des... Enfin si elle tourne, il y a des chiffres associés à des actions, on va lancer les dés, tous les 2 on va mettre en face de l'action 2, tous les 3 on va mettre en face de l'action 3, etc. Ces dés ont des couleurs. Quand je récupère par exemple un des 3 roses en face de l'action déplacer mon marchand, je vais pouvoir récupérer 3 donc roses nourriture, donc 3 ressources nourriture, et faire l'action, donc au complémentaire à 7, donc 3 plus 4 ça fait 7, donc 4 actions de déplacement du marchand. Donc l'action de déplacement du marchand, c'est soit je déplace d'une case, soit je récupère une file de là où il est.
Voilà, donc ça c'est le principe de base, avec un pool de dés commun pour tout le monde, donc on a vraiment envie de rusher là où il y a peu de dés, on regarde un peu, ce tour-ci, est-ce que j'ai l'espoir de faire ça, puis ça, voilà, pour que ça s'enchaîne bien. Les tuiles qu'on va récupérer, il y a des courses dessus. Sur internet maintenant ils proposent une mise en place alternative, parce que le fait que tout le monde démarre au même endroit, ça avantageait vraiment beaucoup le premier joueur. On va récupérer des tuiles, on a un stockage limité pour les tuiles, on va devoir mettre des citoyens dans nos maisons pour aller faire des scorings. Il y a ce principe de il y a 4 gros tours dans la partie, et si on arrive à participer au décompte de fin de tour, donc pour participer au décompte de fin de tour, il faut soit avoir son marchand au bon endroit, soit il va déjà placer une maison grâce à notre marchand à la foire. Et là, on va pouvoir scorer des points en fonction de certains critères. Donc si on optimise vraiment un critère, on a envie de participer une fois, mais on peut aussi faire des impasses. Il y a 5 actions qui ont toutes les 5 leur intérêt, plusieurs manières de marquer des points, faut choisir un peu ses axes, tout en essayant avant tout de comboter pour en faire le plus possible. C'est bien, voilà. Ça manque peut-être un petit peu d'un thème. Alors moi j'aime plutôt bien le thème, ce côté les foires où il faut y participer pour faire des comptes, c'est plutôt pas mal. L'enchaînement des actions et une certaine logique avec leur nom. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le truc qui fait que la partie est racontable et chouette. Et voilà. Enfin, elle est chouette, si la partie est chouette, mais là. Voilà. Hop, Tilutum, quand même d'assez loin. Hop, Arcane Noah ou Azteca. Alors je pense que c'est deux jeux relativement inconnus. Azteca, ça va être un jeu abstrait de placement de pions sur un triple cercle qui tourne. À chaque tour, soit on tourne un des cercles d'un quart de tour, soit on place un pion sur une des cases de ce. Il y a 8 cases, donc 2 par 4, de cette roue. Le but du jeu, ça va être soit d'aligner 3 pions. Alors en fait, on joue la vie contre la mort et les deux n'ont pas exactement le même but, mais en gros, ça va être d'avoir l'hégémonie sur un secteur pour l'un ou l'autre, ou alors d'être présent partout pour l'autre. Je crois que la vie va être présente partout et que la mort va avoir l'hégémonie soit sur un secteur, rond ou en triangle. Le principe, c'est que la vie comme la mort doivent se placer toujours à côté d'un pion de la vie. Donc il y a une phase de blocage un petit peu comme ça. Et c'est à peu près tout. Il y a la vie, la possibilité de faire des naissances, la mort de tuer des gens pour remplacer ces pions. C'est asymétrique, c'est plutôt marrant, ça change un petit peu, il y a une vraie originalité, le matos c'est plutôt chouette, c'est tout en plastique mais ça tourne et c'est. Voilà. Et oui, c'est pas mal, je ressortirai, tiens, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je sais plus où est la boîte, mais je vais tenter de refaire une. Hop, Arcane Noah, c'est un jeu sur l'Arche de Noé. Je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. On va construire l'arche de Noé tous ensemble, donc pour ça on va avoir des tuiles animaux devant nous qu'on essaierait bien de faire rentrer dans l'arche, et pour ça il faut un couple, un mâle et une femelle de la même espèce. Et au moment où on va préparer dans l'arche, donc il faut aussi des enclos pile de la bonne taille, on va préparer des enclos dans cette arche. Pour ça on va avoir des actions, du genre prendre des bouts de bois, poser des bouts de bois, faire rentrer des animaux, piocher des tuiles animaux, en gros, et il va y avoir à chaque tour quelqu'un qui va mener une action et tous les autres qui vont la suivre, donc il va faire l'action majeure et les autres vont faire l'action mineure de même type, un peu à la Puerto Rico, etc. Pour essayer de maximiser tout ça. La manière dont on construit les enclos est vraiment assez cool parce que, en fait, quand on va récupérer du bois et poser du bois, on va poser des bois à notre couleur. Donc, on a des barrières qui ont notre couleur de joueur qu'on va poser sur le plateau. Et donc, quand on va entourer un enclos, il va avoir plusieurs couleurs de barrières autour en fonction de qui est-ce qui y a participé. Et au moment où l'enclos est rempli d'animaux, tous ceux qui y ont participé vont marquer des points en fonction de combien ils ont de barrières autour. Donc il y a vraiment un côté un peu tactique de réussir à bien placer ses barrières, charger ses animaux. Quand on charge un couple d'animaux, on charge le mâle et la femelle, peu importe chez qui ils sont. Donc on va charger pour soi, mais aussi un peu pour les autres. On va avoir un bonus à soi-même déclencher l'action. C'est plutôt malin, franchement. C'est un jeu inconnu qui pour moi est pas mal du tout. On est dans un jeu moyen format, c'est plutôt 1 heure. Il n'y a pas une profondeur folle. La pioche a beaucoup d'importance parce que des fois on attend les mâles, les femelles et on les trouve pas. Mais c'est chouette. Hop, je vais faire ça. Alors Starship Captain contre Azteca. Starship Captain c'est sorti là, cette scène-là. Moi j'ai des potes qui aiment beaucoup. Globalement on va faire des actions, on va avoir un pool de personnages qui sont de différentes couleurs. Et on va pouvoir les assigner à faire l'action de leur couleur. Par exemple, il y en a qui tirent, il y en a qui se déplacent, il y en a qui... Voilà. Et une fois qu'on est sur des planètes, on va pouvoir accomplir des missions. Donc c'est une carte qui est mise dessus qui demande un certain lot de bonhommes qu'on va mettre dessus. Quand on utilise les bonhommes, ils viennent dans un circuit et ça va dire lesquels vont ressortir au prochain coup. Il y a quelques petits trucs quand on fait évoluer nos bonhommes pour aller refaire sortir un bonhomme, des choses, voilà. C'est pas mal. Moi je le trouve un petit peu plat, j'ai pas l'impression de faire des choix très intéressants, il y a de la petite optimisation locale, mais c'est tranquille comme jeu. Moi j'aime
je suis pas une grande fan des jeux très très tranquilles. J'en ai quand même fait 3-4 parties parce que les gens autour de moi aiment bien. C'est jamais moi qui vais proposer de le sortir, je pense. Euh, voilà. C'est peut-être un jeu un peu plus pour non-joueurs, donc un peu un jeu de tremplin pour... on n'a pas envie de trop se prendre la tête, mais on a envie de faire un vrai jeu de plateau où il y a quand même des règles, où il se passe un petit peu des choses, pas trop de tension, pour découvrir un peu ce type de jeu, proposer à des gens un petit peu plus extérieurs au jeu qui vont pas avoir l'impression de subir. Euh, c'est pas mal. Moi j'ai l'impression de subir. Il y a peut-être un petit côté un peu... la compétence par rapport au niveau du jeu, je sais pas. Moi j'ai l'impression de pas faire des choix intéressants. Mais voilà, c'est pas nul, hein. Il y a quand même des choix à faire, il y a quand même des choses, il y a des petites compétitions. Voilà. Du coup, je vais choisir Azteca, un jeu abstrait, ce qui me ressemble peu. Jorvik face à la Cita. Alors Jorvik, c'est la réédition de, j'ai oublié comment ça s'appelle, de Stefan Feld. Moi j'ai joué que à la réédition de Jorvik. C'est un jeu d'enchères ou de majorité un petit peu bizarre où on va placer des pions et ça va être celui qui va avoir placé le plus de pions à certains endroits. Le principe a l'air pas mal, il est assez froid et moi j'y ai pas joué à assez de joueurs, je pense qu'il faut le jouer à 4, peut-être 5. Moi j'ai joué 4, 2, 3, je me rappelle plus honnêtement, peut-être 4, 3 parce que c'était la config minimale. Faut le jouer à plus de joueurs, ça va répartir des cartes, ça va refaire des choses. C'est malin, il manque peut-être un petit peu d'âme. La Cheetah c'est un jeu où j'ai un affect aussi dessus un peu personnel. Mais donc on va avoir des... C'est malin, c'est un vieux jeu. Pareil, selon les configs, selon ce qui se passe, ça peut un peu vite tourner. C'est pas un jeu sans défaut, mais c'est un jeu qui propose vraiment quelque chose. On va avoir un plateau sur lequel on va construire des villes qui vont avoir des centres-villes et qui vont s'étendre un peu de manière tentaculaire comme ça. Il y a des grosses zones inaccessibles et en gros il y a un chemin autour. Et quand on va construire des villes, en gros, c'est qu'on va rajouter des bâtiments sur ces villes. Ces bâtiments vont avoir des forces militaires, salubrité, éducation, enfin, il y a 4-5 domaines, peut-être 3-4, de compétences différents. Et à la fin de chaque tour, il va y avoir une évaluation d'un des critères et qui va faire absorber des villageois de la ville, des villes proches. En fait, quand il y a deux villes qui sont pas loin de se toucher, il y a une ville qui va absorber les villageois de l'autre si elle est meilleure que la première dans la catégorie en question. Donc ça va être compétitif avec les autres, on va essayer de leur absorber leurs ouvriers. Il y a aussi des choses qui vont faire croître la population. On a une population maximale qu'il faut réussir à entretenir, ça peut mal se passer. Le critère qui va être évalué en fin de tour, il n'est pas vraiment connu. Ça va être une question à la majorité, on voit qu'une partie des cartes. Et on fait un peu un pari sur la suite. Il propose vraiment des trucs assez chouettes, très agressifs. Il peut jouer jusqu'à 4 ou 5 à beaucoup de joueurs, je trouve ça très chaotique. Mais ouais, c'est chouette. Alors, Jorvik ou Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite. Ça, c'est une nouvelle boîte, moi j'ai l'ancienne qui était rectangulaire, mais peu importe. Il y a 6 aventures, mais le principe va toujours être le même. On a un plateau dans lequel on va tenter de découvrir des choses pour aller accomplir des actions, du genre ramasser du bois, construire des objets, pour réussir à s'échapper de l'île, contrer la malédiction, enfin, faire plusieurs choses. Ça va être un système de pose d'ouvriers, donc chacun des joueurs ou chacun des plateaux joueurs, parce que comme c'est du coopératif complet, sans information cachée, sans rien, on peut parfaitement jouer en config de 4 joueurs à 2, voire en config de 4 joueurs tout seul, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de joueurs différents sur la table, je crois que je joue plutôt avec 3 plateaux que 4 Robinson Crusoe, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de variété. Et donc on va avoir des ouvriers, chacun d'eux. Il y a des compensations à moins pour jouer plus. Avec pas exactement les mêmes équilibres. Bon, l'équilibre est fait. Qui va aller mener une action. Et on peut le faire à 1 ou 2 pions, à chaque fois les actions. Si on le fait à 1, on prend des risques, on lance des dés et on regarde un peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va se blesser? Est-ce qu'on va réussir à faire l'action effectivement? Est-ce qu'il va y avoir une carte aventure qui est en général une petite merde qui nous arrive dessus? Si on le fait à 2, on la sécurise. Alors, il y a plus de trucs que ça. On va récupérer des ressources, ça nous permet de construire des objets, d'améliorer nos campements. Il y a un côté un peu indispensable à réussir à faire de la nourriture, à s'en sortir. Et c'est un peu à la fois la qualité et le reproche du jeu. Il y a un vrai côté gestion qui est cool. J'avais trouvé, quand on y avait joué pas mal, que la manière de réussir à construire un truc qui va marcher, sur lequel on va réussir à survivre, est similaire d'une aventure à l'autre. J'ai pas joué à l'extension, ça m'intéresserait bien, mais je sais pas si c'est au point de l'acheter et je sais pas si elle est compatible avec l'ancienne boîte. Et pareil, c'est du coop, donc moi le coop j'aime bien jouer avec mon groupe de potes où on a la même manière de communiquer.
Et après, la variabilité en fonction d'une aventure ou une autre, ce qui va se passer, ça va être relativement à la marge. Ça va pas être le moteur de ce qu'on cherche à faire. Lesquels objets construire, dans quel ordre, pour savoir comment ça va se débloquer, ça s'apprend vraiment de partie en partie. On progresse vraiment sur le jeu. Après, ça se passe plus ou moins bien. Il y a quand même un petit peu de tactique sur le coup, une petite notion de prise de risque par moment. C'est un très bon coop pour moi. C'est un petit peu le bordel à mettre en place, les règles, les petits points. Il y a ce côté un peu aventure sur un fond de jeu qui est vraiment de la gestion, qui fait que c'est des fois un petit peu bordélique sur différentes zones, différents types d'actions, mais ça reste chouette. C'est très bien. Hop. Between Two Cities et Rise of Empire. Rise of Empire, c'est naissance et apogée des empires. J'y ai pas joué depuis longtemps. J'avais trouvé ça moyen. C'est un Martin Wallace de construction de ville. Il y a une époque A, une époque B. Je trouvais que la manière de marcher du moteur était un peu moyenne, qu'il n'avait pas d'étincelle. On a fait deux trois parties, on a dit bon, c'est pas terrible. Comme on a fait deux trois parties il y a 10 ans, j'ai un peu du mal à en parler beaucoup plus que ça. Voilà, pour moi c'est pas le meilleur. Between Two Cities, ça va être un jeu de draft où on va construire notre cité devant nous, façon City Tycoon ou ce genre de choses. On va avoir des quartiers industriels, des quartiers de commerce, des quartiers d'habitation, avec chaque quartier qui a un peu sa manière de scorer. Les habitations n'aiment pas être à côté des usines, mais ils aiment bien être à côté des parcs. Les parcs, c'est bien qu'ils se fassent 2-3 cases, mais plus ça sert plus à rien. Enfin bon, bref. Des choses comme ça. Et donc il va y avoir un draft où on va construire nos villes. Le truc rigolo, c'est qu'on est entre deux villes, donc on draft des tuiles, on va choisir deux des tuiles qu'on nous a draftées, une qui va aller à droite, une qui va aller à gauche. Au moment de choisir la répartition entre droite et gauche, on peut discuter avec nos voisins. Et notre but, c'est d'avoir deux villes équilibrées et fortes. Donc à la fin, notre nombre de points de victoire, ça va être le point de victoire de la plus faible de nos deux villes. Donc il faut équilibrer droite et gauche. Ça marche ultra bien avec le draft parce qu'en fait, comme on récupère des tuiles et qu'on choisit des tuiles, on peut à la fois choisir des trucs chouettes et choisir de laisser un truc favorable à notre ville en commun avec le voisin à qui on le passe, en essayant de pas lui donner un truc trop bien pour son autre ville à côté s'il y a un peu une compétition, ou de faire qui va favoriser notre ville, un petit peu de négoce potentiellement pour dire vas-y construis là plutôt que là. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, c'est du petit format, hein, c'est du 45 minutes, 30-45 minutes. Il se joue jusqu'à 7, il se joue bien à 7. Un draft dans un sens, un lot de tuiles où on choisit une double tuile, un truc de draft dans l'autre sens. On place 14 tuiles en tout, un truc comme ça. Enfin 14 tours parce que... environ. On fait un carré, 5 par 5. Ouais, ça fait 4, 12 tours. Bon, ouais, ça fait des tours. 12 tours plus la double tuile. Je sais plus. On fait des tuiles. C'est bien. Voilà. J'aime bien, il est facile à sortir, il est chouette. Copyright, ça va être un jeu de rapidité où on a une forme à reproduire et il faut un carré au bon endroit, une croix au bon endroit. Pour ça, on a des trucs transparents et on va devoir les retourner et réussir à faire la pile qui contient tout avec les éléments au bon endroit et rien là où il faut rien mettre. Voilà, donc c'est de la manipulation, c'est de la visualisation, c'est de pas se planter. Moi j'aime bien, c'est couillon, on s'en lasse. Voilà. Mais comme j'aime pas Naissance et apogée des empires, je préfère ça. Hop. On Mars et So Clover, deux jeux qui n'ont rien à voir. On Mars, c'est un Lacerda, un gros Lacerda où on va développer une colonie sur Mars avec des modules qui vont grossir, qui vont faire des choses. Il est plutôt logique. En fait, il va y avoir une navette entre la Terre et entre Mars et la station spatiale. La station spatiale, on va préparer des plans, on va préparer des ressources, des choses comme ça. Et sur Mars, on va construire ces bâtiments sur la planète et faire augmenter les niveaux et donc des bâtiments spéciaux, des modules qui vont augmenter la production d'oxygène, la production de plantes, tout ça. Et des bâtiments dessus. Il y a un petit cycle, les plantes donnent de l'oxygène qui permettent aux humains de vivre, qui donnent faut de l'énergie. Un petit cycle de ressources qu'on retrouve sur les bâtiments, qu'on retrouve sur plein de trucs. Le but, ça va être de faire augmenter le niveau de viabilité de Mars, donc de faire augmenter à chaque fois la catégorie qui est la plus basse pour avoir pas mal de bonus, pas mal de points. Les règles sont pas évidentes, les aides de jeu, moi je les trouve bien faites. Voilà, je trouve pas si intractable que ça en fait au final. Et je le trouve très bien à 2. À 4, je le trouve très chaotique. À 3, pourquoi pas. Mais à 4, dans ce qui se passe, je trouve que les allers-retours marchent aussi moins bien parce qu'une fois qu'on occupe une place, on n'a pas forcément envie que les autres puissent nous la piquer. Voilà, à 2, on peut quand même beaucoup se développer assez vite. On voit quand même beaucoup mieux ce qui va se passer sur le plateau pour avoir
une chance de griller l'autre, et c'est pas juste une question de j'arrive pas à compter ce qui va se passer, c'est une question de les autres ont une latitude qui va faire qu'on peut préparer un coup qui va finalement pas marcher, et ça moi j'aime pas trop. On peut perturber l'autre à deux, mais du coup l'interaction est plus directe, elle est plus choisie. On va voir comment l'autre va pouvoir nous bloquer et on va pouvoir l'éviter. À 4, on est moins dans du blocage, on est plus dans de l'opportunisme. Voilà. Le jeu est pas si complexe une fois qu'on le connaît un petit peu. Autour de moi, les gens aiment moins que moi, du coup ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Je trouve quand même qu'au bout d'un certain nombre de parties, j'ai dû en faire entre 5 et 8, je pense. Elle se ressemble un petit peu, une fois qu'on a bien compris comment monter son moteur, tout ça. Alors peut-être que maintenant, si je jouerais à plus, ça me plairait davantage. Mais il y a des cartes bâtiments qui sont très forts, des manières de faire des actions secondaires qui sont très fortes et qui vont aller court-circuiter les choses. Alors ça fait partie du but du jeu, mais du coup, ces schémas-là, une fois qu'on les a un peu repérés, on a un peu envie de faire toujours la même chose et d'aller vers ça, d'aller prendre le truc au moment. C'est pas forcément simple, il reste de la compétition, il reste plein de choses pour réussir à prendre le bon scientifique, le bon objectif, le bon machin. Ça dénature pas le jeu. Mais c'est un peu dommage que qu'il y ait des chemins comme ça à me faire favoriser, des trucs qu'on va systématiquement rusher. Voilà. Il y a... Dans la manière de jouer, j'ai un petit point pour moi qui est un petit peu négatif au bout des parties. Qui est pas non plus énorme. So Clover, ça va être un jeu de mots, d'association d'idées. On va avoir 4 cartes sur côte à côte, et donc chaque fois il y a 2 cartes qui sont côte à côte, un carré de 2 par 2, et ces 2 cartes qui sont côte à côte vont nous associer 2 mots, et avec ces 2 mots, par exemple maison et feu, on peut dire pompier, enfin bon, peu importe, je sais plus quel exemple. Voilà, et donc là chacun va avoir ce plateau au début secrètement, il va choisir 4 mots qui vont correspondre aux 4 associations de mots. Et ensuite il va mélanger ces cartes, et en fait les cartes ont plusieurs côtés, et les autres vont essayer de retrouver quels étaient les mots en face de nos indices. Je trouve que ça marche pas trop mal. Pour compter les points, faut être un certain nombre, je sais plus combien. Je trouve qu'à 2 c'est pas si mal parce qu'on s'échange les plateaux, à 3 aussi, du coup c'est un peu collégial. À plus de joueurs c'est un peu pénible parce qu'il y a un peu du temps mort. Sur à quel point on fait les trucs en simultané. Moi j'aime bien le principe. Je vais choisir un Mars. Heartland, c'est de la pose de tuiles avec des ressources. C'est très kitsch. Moi je trouve ça presque drôle, mais bon, on cultive des patates. C'est très allemand. Moi il s'appelle pas Heartland chez moi, il a son nom en allemand, j'ai oublié son nom. C'est dommage. Et donc on va construire des plantations, potentiellement plus tard on va reconstruire des plantations par-dessus. Si on arrive à un certain nombre de plantations, on a des bonus à débloquer en les jouant en premier. C'est du jeu de tuiles, ça s'explique bien, ça se joue bien, c'est... Il n'a pas le truc qui fait qu'il ressort spécialement du lot, mais c'est un vieux jeu. Il est complètement inconnu, il est facile à expliquer, il est agréable. Voilà, c'est un bon jeu sur lequel il n'y a pas forcément énormément d'autres choses à dire. En même temps, on me dirait que je ne jouerai plus jamais, je serai pas triste. Ça doit faire quelques années que je ne l'ai pas sorti, et je sais que je le sortirai volontiers un jour où je me dis ah bah tiens, il y a ça qui traîne dans un coin, les règles sont pas dures à lire, ça peut jouer. Je vais choisir So Clover. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, gros bisous, à une prochaine pour d'autres vidéos de ce style et d'un autre. Salut!